Bonsoir à tous, les grandes gueules Moyen-Orient sont comme tous les soirs au rendez-vous. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de ce mercredi 3 février sur lesquels nous allons débattre. Israël ouvre sa vaccination à tous ses citoyens de plus de 16 ans dès demain. Et pourtant, le constat est là. Les contaminations restent fortes et le spectre d'un retour à la vie normale se fait de plus en plus lointain. Alors, où est le raté ? Le modèle israélien n'est-il pas en train de virer en désillusion ? Grand débat ce soir en compagnie de nos GGMO. Côté américain, on multiplie les signes envers les Palestiniens. L'aide humanitaire sera remise en place, annonce Washington. Bon signe pour la paix ou mauvais signe pour Israël ? Débat diplomatiquement incorrect en seconde partie d'émission. Et puis, faut-il interdire les contenus antisionistes sur les réseaux sociaux ? Facebook réfléchit à filtrer certains statuts aux commentaires. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous vous avons interrogé sur Twitter. Nos grandes gueules nous donneront également leur avis. Et bonsoir à nos grandes gueules de ce soir. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Denis Charbit. Bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir Pierre Echov, écrivain, reporter, réalisateur de documentaires. Je salue également nos grandes gueules parisiennes. Bonsoir Véronique Jeunesse, heureux de vous retrouver dans nos grandes gueules ce soir. Bonsoir. Benjamin, ça va ? Ça va très bien. Bonsoir également à Christophe Barbier. Soyez les bienvenus mon cher Christophe dans cette émission éditorialiste politique. Et si vous êtes avec nous ce soir, mon cher Christophe, c'est figurez-vous que jusqu'à Tel Aviv, on s'arrache votre nouveau livre, Les tyrannies de l'épidémie, c'est paru chez Fayard. Et justement, cette épidémie, eh bien nous en parlons maintenant dans notre grand débat des GGM. Et oui, vous qui nous regardez depuis la France, vous voyez sans doute Israël comme un Eldorado où la gestion du Covid est modèle. Mais nous, ici en Israël, nous doutons. Oui, nous doutons, car malgré une vaste campagne de vaccination et un confinement qui s'enlise, nous ne voyons pas la sortie du tunnel. Pire, les chiffres de contamination ne s'améliorent pas. Bien au contraire, Noémie Aliwa. Oui, Benjamin, Israël n'est pas sorti de l'auberge du coronavirus. Malgré la campagne de vaccination qui bat tous les records avec près de 3 200 000 personnes qui ont reçu au moins une dose, malgré la 4e semaine de confinement bien entamée, des écoles toujours fermées, les chiffres de contamination demeurent élevés avec 4 666 nouveaux cas recensés depuis minuit. De même, le mois de janvier a été l'un des plus meurtriers depuis le début de la pandémie avec un total de 661 décès. Et donc concrètement, les Israéliens se demandent où se trouve la lumière au bout du tunnel. Citons un papier du Jérusalem Post qui transmet au monsieur coronavirus israélien, Nachman H, la question d'une lectrice, une grand-mère qui a reçu 2 doses de vaccin et qui se demande si elle va pouvoir enfin enlacer ses petits-enfants dans ses bras. Et la réponse est sans équivoque, non. Il insiste sur la nécessité du port du masque, de la distanciation sociale, notamment parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure les vaccins empêchent la transmission du virus, ni l'efficacité des vaccins sur les nouveaux variants. Pierre Echov, vous personnellement, vous avez été vacciné en espérant reprendre enfin une vie normale. Finalement, ce n'est pas du tout le scénario qui se dessine. On vous a menti ? Non, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait menti. On m'a expliqué qu'il fallait d'abord recevoir 2 doses. J'ai reçu ma 2e dose il y a une semaine et qu'on l'on serait éventuellement immunisé 15 jours après la 2e dose. Donc le nombre de gens qui ont reçu leur 2e dose en Israël est quand même assez limité. Et à partir du moment où ce scénario-là a été officialisé, moi je continue à croire en ce scénario. Pour l'instant, je n'ai reçu que ma 2e dose qui est encore une fois qu'une semaine. Donc je suis immunisé dans à peu près quelques jours. On va voir ce qui se passe derrière. Pour l'instant, je reste optimiste. Vous êtes optimiste. Denis Charbit, on avait dit aux Israéliens, 2 vaccins égale un passeport vert égale la sortie du confinement et la sortie des ennuis. On a l'impression qu'on s'est un petit peu trompé sur la ligne quand on voit les errances du gouvernement israélien aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez, je pense que s'il y a une chose qu'on peut tirer de cette crise et qui n'est pas terminée, c'est qu'il faut être modeste et qu'il faut être prudent. Voilà. Moi, je veux bien que quand on fasse du foot, on dise les Brésiliens, c'est les meilleurs, les athlètes, c'est eux les meilleurs, etc. Mais on n'est pas dans une compétition. Et là, je dirais que là, moi, c'est pas de se tromper. Je veux dire, on n'a pas de précédent en la matière. C'est de voir à quel point on résume toute cette affaire à on est les meilleurs. Mais il faut arrêter de ce langage-là de on est les meilleurs. Il suffit d'être bon. Bon aux 2 sens du terme. Bon, c'est-à-dire faire son travail et le faire aussi justement. Alors on va me dire oui. Et alors quoi ? Et là on est bon aujourd'hui ?
Oui, on fait ce que l'on doit faire. Mais je veux dire, on ne peut pas tout prévoir. Moi, je reste encore une fois modeste. Je n'envie personne, quiconque est aujourd'hui à la tête de l'État, que ce soit en Israël, en Nouvelle-Zélande, en France ou ailleurs. Moi, je suis infiniment respectueux. Je fais quand même la différence entre ceux qui savent ne pas la ramener, qui arrêtent avec cette arrogance, avec cette suffisance, qui est totalement déplacée. Et visez mon regard, bien sûr, c'est à Netanyahou que je pense. La Nouvelle-Zélande, elle pourrait aujourd'hui dire on est les meilleurs, on est les meilleurs. Non, ils se contentent de prendre les mesures nécessaires et de se taire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve. Alors qu'est-ce que on voit bien qu'on ne sait pas ce qui nous réserve. Véronique Jeunesse à Paris, quand on voit aujourd'hui le gouvernement français qui promet de vacciner tous les volontaires avant la fin de l'été et que vous voyez au même moment qu'ici en Israël on se pose beaucoup de questions parce que pour l'instant ça ne porte pas forcément ses fruits. Est-ce que les nouvelles d'Israël vont refroidir tous ceux qui étaient prêts à se faire vacciner chez vous en France ? Non, je pense simplement, moi, qu'il n'y a pas Enfin, nous, de toute façon, on n'y croit plus. Enfin, moi, pour ma part, on croit peu. Mais moi, j'ai aucune surprise par rapport à ce que vit Israël. J'aimais bien, moi, j'ai trouvé ça formidable de dire, parce que c'est toujours bien de vivre avec de l'espoir et avec des perspectives, de dire, voilà, en mars, parce que c'est ce qu'il a dit, Netanyahou, en mars, voilà, on en sera sorti, tout sera formidable. Après tout, on n'est pas encore en mars. On n'en est plus là, hein. Rien n'empêche personne d'y croire, mais j'aime bien les perspectives. Ce n'est pas impossible. Non, mais on ne sait pas. On ne sait pas, comme le dit si bien, comme le disent bien de vos invités. Je veux dire, on ne sait pas. Mais nous, on n'a pas de perspective du tout. On nous dit en juin, mais franchement, je ne pense pas, vu comment on est parti, je n'y crois pas. Et finalement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal, puisque de toute façon, 6 mois après, il faut tout recommencer. Mais moi, je ne suis absolument pas surprise, parce que moi, j'ai bien lu tous les éléments qu'on m'a donnés, c'est que ça ne protège pas, et ça n'empêche pas d'attraper la maladie, et ça ne protège pas de la transmettre. On n'est même pas sûr vraiment que ça soit efficace pour les vieux. Quand vous dites ça, vous parlez du vaccin. Des formes graves, c'est même pas certain du vaccin, donc de tout à coup, moi je ne suis pas surprise. Ce vaccin, pour ma part, dans mon esprit, ne sert à rien et qu'il faut juste soigner, tester ceux qui sont symptomatiques, foutre la paix aux autres, et puis vraiment faire des suivis sur les gens symptomatiques pour qu'ils ne transmettent pas aux autres. Et voilà, je veux dire, ce qui est une politique qui me semblerait tout à fait normale et très simple, mais qu'on ne fait pas. Voilà, on vient seulement de fermer les frontières. Waouh, cool. Ça, je suis contente. On a fait des progrès quand même. Non, mais il y a le monde entier est en ce moment atteint par ce virus. Aucun pays n'a trouvé la solution miracle. Alors dire oui, il faut soigner ci et puis faire cela, etc. Je suis désolé, Madame Jeunesse, mais j'ai quand même l'impression que lorsqu'un virus se répand à travers la planète, le premier des réflexes, c'est quand même d'essayer de trouver une solution médicale et peut-être une prévention. Or, quelle est la prévention contre un virus, contre une bactérie? A priori, c'est un vaccin. C'est un vaccin. Donc, on a essayé de développer un vaccin. Voilà. Et quand le sida s'est répandu dans le monde, on a mis des capotes. Oui, bon, écoutez, vous voulez quoi, qu'on respire avec des capotes? Moi, je veux bien, mais à un moment donné, on le fait déjà avec les masques. On a des capotes sur le nez. C'est la capote d'aujourd'hui, ça que vous voulez dire? En quelque sorte. Il ne va pas falloir se gourer, parce que si on met des capotes en bas et des... Enfin, bref. Voilà, je voulais faire la comparaison. Alors, Christophe Barbier, j'aimerais vous entendre. Il nous reste le scaphandrier. Oui, voilà. Christophe Barbier, j'aimerais vous entendre. Moi, je suis beaucoup plus optimiste quand même. Je pense quand même que Vous êtes optimiste? Je pense quand même que le vaccin va être utile et qu'il va être utile pour une seule chose. Il faut rester modeste, en effet, c'est éviter l'engorgement des services de réanimation. Si le vaccin permet d'éviter une partie des formes graves et faire en sorte que demain, on ne soit pas débordé dans les hôpitaux et qu'on ne soit pas obligé de reporter des opérations importantes parce qu'il y a trop de malades du Covid, on aura déjà gagné une partie. Le reste, vivre avec le virus, s'adapter, peut-être garder un masque, considérer que c'est comme ça. Il y a des gens qui attrapent le virus, ils sont 15 jours patraques, ils sont chez eux, ils ont mal au dos, ils ont de la fièvre, on vivra avec. Et on se sera débarrassé du seul fléau réel, c'est-à-dire l'engorgement des services de réanimation. À partir de là, vous êtes quand même en avance en Israël, c'est bien. D'abord, vous nous servez un peu de pionniers, de cobayes. On va voir si ça empêche ou pas la transmission, on va voir si ça... on a compris qu'on était le cobaye du monde. On vous regarde. C'est normal que vous soyez en avance. Alors, les vaccins pourraient rapidement être dépassés, c'est aussi ça la question. J'ai une autre idée. Le cobaye était volontaire puisque c'est lui qui est allé le plus vite. La différence aussi, c'est que vous votez au mois de mars. Il faut vacciner vite. Et nous, dans un an. On vote l'année prochaine, on a le temps. Et alors, moi, j'ai juste une autre idée. Parce que je pense que pour désengorger les services de réanimation, il y a une super idée aussi, c'est qu'au lieu de foutre tout le pognon dans les gens quand on les confine, en leur payant leur salaire, on n'a qu'à le mettre dans les services de réanimation, créer des hôpitaux,
remettre des lits, et là, on va être sérieusement désengorgé. Oui, mais il faut former du personnel, ça prend un peu plus non, de pas temps. tant que ça, parce que les chefs de service, il y en a, et c'est pas. Faut arrêter avec ça aussi. Alors, si vous le voulez bien, pour prolonger le débat, nous allons accueillir l'un des co-gérants d'un centre de vaccination ici en Israël. Bonsoir, Miki Attal. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les grandes gueules Moyen-Orient. Miki Attal, 3 millions d'Israéliens vaccinés, parmi eux près de 2 millions qui ont reçu 2 doses, mais on reste avec ce chiffre de quelques 8500 cas par jour. Le gouvernement israélien songe même à prolonger le confinement. On parlait jusqu'à vendredi, maintenant c'est peut-être jusqu'à lundi prochain. Prolonger encore la fermeture de l'aéroport de Ben Gurion, puisqu'il y a toujours cette barrière qui est fermée. Est-ce que ça veut dire que cette stratégie si prometteuse, vaccin, double dose, passeport vert, plus confinement, égale libération, était fausse? Ah non, pas du tout. C'est une très bonne stratégie d'ailleurs. Je partage entièrement la position optimiste des personnes qui sont avec vous sur le plateau. C'est simplement une histoire de processus. On commence avec une vaccination, avec une dose un premier jour. 3 semaines après, il faut avoir la deuxième dose. Et puis, il faut attendre non pas 15 jours, mais une semaine après pour avoir une réponse immunitaire totale. Donc, pour cela, ça prend du temps. Et ça marche pour une personne. Donc, imaginez pour 2 millions de personnes, le temps de voir les effets au niveau national, ça prend du temps. Et je regrette de devoir être un petit peu agressif au niveau des remarques de Madame Jeunesse. On ne peut pas laisser placer sur un plateau de télévision comme quoi les chiffres où un vaccin n'est pas efficace. Il y a des chiffres qui ont été faits, des études qui ont été faites par Pfizer, mais maintenant au niveau du ministère de la Santé israélien, nous avons quand même une baisse de 35% des cas d'infection chez les plus de 60 ans, une baisse des cas graves chez les plus de 60 ans, et sur un échantillon de 700 000 personnes, il y a quand même 0,04 cas d'infection. Donc, il faut être bien précis quand on parle et pas lancer... Je suis absolument ravie de l'entendre. Véronique Jeunesse. C'est important de le dire. Nous n'avons pas cette information. Nous n'avons pas... Eh bien, c'est... je suis absolument ravie et je souhaite que ce vaccin marche. Je suis absolument ravie. Et moi, je souhaite à tout prix que ce vaccin marche. Et si demain on me dit qu'il empêche la transmission et qu'il empêche de l'attraper et qu'il est vraiment efficace, bien évidemment, je serai une des premières à courir me faire vacciner. Mais comment vous expliquez, Miki Attal, excusez-moi, le fait par exemple qu'il faille garder les masques, y compris lorsqu'on a reçu déjà les 2 injections du vaccin? Oui, parce que nous savons qu'une personne qui est vaccinée ne développera pas de symptômes à 95% et même plus. Mais nous ne savons pas, j'ai été vacciné donc la dernière fois le 10 janvier, je ne développerai pas donc les signes de la maladie à 95%, une fois de plus, il n'y a pas de 100% dans aucun médicament ni dans aucun vaccin, mais je pourrais encore être porteur du virus et le transmettre à quelqu'un qui n'a pas été encore vacciné. Si évidemment je me trouve avec une personne qui est déjà vaccinée, donc là le risque est minimum. Donc c'est important maintenant, le vaccin est une question de gestion de risque. Quand vous avez un risque avec un vaccin et un risque avec un virus, vous voyez bien les dégâts que fait le virus actuellement, et c'est évidemment le vaccin qui l'emporte au niveau de la protection maximum de la population. Alors, Miki Attal, pardonnez-moi, Miki Attal, la stratégie, c'est la vaccination à fond, avec le confinement en parallèle, ça on l'a bien compris. Le problème, c'est qu'on voit jour après jour les promesses qui étaient celles du gouvernement israélien disparaître. On disait il y a quelques semaines, les personnes qui auront le passeport vert pourront reprendre une vie normale, pourront aller au restaurant. Le maire de Tel Aviv a même dit « je vais rouvrir mes théâtres et mes cinémas » et ils iront au théâtre et au cinéma. Le gouvernement disait « ils pourront aller en voyage peut-être dans des pays verts avec le passeport ». Désormais, on apprend depuis quelques jours que finalement, ces théâtres, ils vont pas rouvrir et que même les personnes qui rentrent de l'étranger, même s'ils sont vaccinés, devront quand même faire le bidoute, c'est-à-dire le confinement. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que votre déception ne correspond pas aux attentes. Quand vous avez actuellement des promesses de plus de 60 ans, non, mais des promesses qui n'ont pas été données sur une période de temps. Et il faut bien comprendre, une fois de plus, cette vaccination se passe sur un mois. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est que la population d'au-dessus de 60 ans, et elle, le graphe, et on voit vraiment les graphiques descendre de façon assez précise, mais qu'il y a une nouvelle tranche de la population, celle des plus de 50 ans, qui n'a pas encore avancé dans son processus de vaccination, et c'est elle qui non seulement est touchée, mais est touchée en plus par le variant anglais. Et ce variant anglais... Et eux, comment vous allez les contraindre ? Parce que eux, depuis le 20 décembre, ils ont la possibilité de se faire vacciner. Les plus de 50 ans qui n'y vont pas, visiblement, c'est ceux qui ne veulent pas. Non,
Non. Les personnes de plus de 40-50 ans, c'est les personnes qui sont arrivées dans les centres de vaccination il y a 2 semaines. Il faut être précis. Donc, ces personnes-là vont recevoir seulement la semaine prochaine la 2e dose. Il faudra encore attendre 1 semaine et puis attendre qu'une certaine masse, et là, j'appelle évidemment les personnes plus de 50 ans à aller se vacciner en masse pour pouvoir reproduire le scénario que l'on voit de façon optimiste sur les plus de 60 ans actuellement. Et pour cela, ça prend du temps. Mais vous ne pouvez pas attendre à ce que 6 millions de personnes soient vaccinées et que les effets soient faits quand les 2 doses de vaccin se font à 1 mois, à 3 semaines d'écart. On va donner la parole. Denis Charbit. Denis Charbit. Non, je dis, on voit bien en vous écoutant que le problème n'est pas les instructions qui sont données. On fait confiance, on attend avec prudence. Le problème est un problème de discours politique. Ce que mettait en cause Benjamin Robert a raison, c'est de faire des promesses. Alors c'est vrai parce qu'on est dans un climat électoral, alors que bien entendu, il ne faut pas être sorti d'une école de sciences politiques pour comprendre qu'en période de campagne électorale, un leader cherche à se prévaloir de tous ses succès et à dissimuler ses échecs. Tout ce que je dis, c'est la chose suivante. La politique, c'est pas de la télé-réalité. La politique, c'est pas du Masterchef. C'est pas qui c'est qui a fait la meilleure pizza. C'est éclairer le citoyen. Et donc, éclairer le citoyen, c'est pas de le prendre pour un imbécile. C'est de lui dire, voilà, on va attendre, on va surveiller, on va espérer, mais on n'en sait rien. Et c'est vrai que là, la science qui avance à tâtons nous oblige d'aller avec la politique. Miki Attal. J'interromps simplement votre phrase en vous disant que les promesses électorales ne tiennent pour ceux qui y croient. Hein. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, c'est là où on voit un leader qui est capable, qui fait de la démagogie et qui après se retourne contre lui. C'est complètement différent. Il me semble que de toute façon, outre l'enjeu sanitaire, il y a un enjeu de fierté nationale. Mais il faut arrêter avec cette fierté nationale. Israël a besoin d'être reconnu à l'international, que ce soit Benyamin Netanyahou ou non. Là, on n'est pas ce soir dans un discours politique. On est en train de parler du coronavirus. Vous êtes en train de faire une attaque sur Netanyahou, ciblée sur Netanyahou. On n'est pas en train de parler de ça. Mais si, depuis tout à l'heure, vous ne parlez que de ça. Moi, à un moment donné, non, stop. Moi, on est en train de parler du coronavirus. On est en train de dire. On est en train de parler de l'écart entre les attentes et les résultats. Et les résultats. Véronique Jeunesse veut réagir à Paris. Véronique Jeunesse. Comme gouvernement de droite. Non, la Nouvelle-Zélande s'est pas lancée dans des discours. Oh, faut arrêter avec votre Nouvelle-Zélande. Véronique Jeunesse. On est en Israël. Et on est content d'y être. Et on est fiers d'y être. Je crois surtout que c'est difficile parce que nous, on a un temps de décalage pour vous parler. Donc, on a du mal à c'est les 3000 km qui nous séparent, Je pense juste que c'est surtout le fait... les promesses, comme je vous disais, je crois surtout que c'est le fait de ceux qui y croient, c'est surtout ceux qui n'ont pas lu et qui ne sont pas tenus au courant de la réalité des choses, et donc qui veulent croire aux promesses, comme le disait si justement, les promesses politiques, il n'y a que ceux qui y croient. Mais les promesses politiques, le monde entier en ce moment fait des promesses, et les promesses sont toutes politiques, et on en est tous totalement conscients. Maintenant, la réalité, moi ce que j'ai entendu, puisque j'étais là quand il a annoncé il y a 2 semaines, que c'était fin mars. La promesse était fin mars, et moi je trouvais intéressant quand même d'avoir des perspectives, parce que nous en France, malheureusement, des perspectives, on n'en a pas. On ne sait pas où on va. Et on nous fait maintenant des promesses comme ça, qu'on sait très très bien qu'on ne pourra pas faire. Donc nous, on a un petit peu perdu ce que vous avez encore et que je trouve formidable, même si ce ne sont que des promesses politiques. C'est l'espoir. Christophe Barbier. Ce que j'aime dans Israël à chaque fois que j'y vais, c'est que ce pays est toujours plein d'espoir. Bravo. À défaut d'un horizon précis, on en a plusieurs. Alors ils sont un peu contradictoires, puisque le ministre de la Santé a été un matin dire aux sénateurs « Ouh là là, on n'arrivera pas à vacciner toutes les personnes fragiles avant l'été ». Le soir même, il est allé dans un journal télévisé pour dire « Mais si, 9 millions fin mars, 70 millions fin août, tout le monde sera vacciné ». Même plus que la population française. Le président de la République a expliqué que tous ceux qui devaient l'être et qui souhaitaient l'être le seraient avant la fin de l'été. La fin de l'été, c'est le 21 septembre. Donc vous voyez, les promesses sont un petit peu élastiques en France. Il est vrai aussi qu'on attend l'arrivée de nouveaux vaccins, parce qu'il y a un grand débat en France sur les vaccins qui attendent d'être validés, et notamment le vaccin russe, le Sputnik, il est bien, qui est, d'après The Lancet, la revue britannique, très efficace, mais les Russes n'ont pas encore déposé leur demande d'autorisation. Et ils disent « Oh, votre dossier, il est trop compliqué à remplir, aidez-nous à le remplir ». Alors, entre ceux qui ne veulent pas être candidats et ceux qui voudraient bien voir le vaccin arriver, c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'en Israël, le vaccin russe est distribué, ou est-ce qu'il y a un débat pour que vous ayez le vaccin russe à la rescousse en cas de pénurie ?
Miki Attal, vous pouvez Il y a répondre, pas de même si je pénurie pense que c'est Israël, non. surtout Bah non, chez mais les les Palestiniens qu'on va utiliser le vaccin russe, pas chez les Israéliens. Miki Attal. Nous n'avons pas. Alors les Palestiniens, il faudra aussi les vacciner parce que nous sommes une seule entité. Ben, c'est encore un autre débat. Une seule entité épidémiologique. Au niveau des vaccins, c'est le vaccin Pfizer et Moderna qui est arrivé en plus petite dose, mais c'est le vaccin Pfizer parce que vous savez qu'Israël a fait un accord pour pouvoir transmettre les données publiques à l'entreprise et puis en échange donner et donner les quantités de vaccins au pays dans les prochains jours. Je pense d'ailleurs que dans les prochains jours, il y aura des quantités assez impressionnantes de vaccins qui arriveront pour pouvoir ouvrir la campagne, parce que vous savez depuis ce matin que la campagne de vaccination est ouverte pour les plus de 16 ans et pour l'ensemble de la population. Miki Attal. Donc, le vaccin russe, mais le vaccin, c'est le vaccin russe, les centres sont vides. Et d'autant plus que, bon, à part de Lancet, qui est un excellent journal, pour pouvoir confirmer un vaccin, ce n'est pas le processus. Le vaccin, pour être accepté, doit passer les différentes étapes de l'agence FDA américaine et doit être approuvé après par le ministère israélien de la Santé. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas, avec tout le respect que j'ai pour Miki Attal, et la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à quand, et pardonnez-moi Véronique, c'est jusqu'à quand et jusqu'où ça va durer. On apprend aujourd'hui qu'Israël et la Grèce négocient par exemple un pacte touristique pour permettre aux citoyens de voyager entre les deux pays. Le problème, comme vous le savez, et les Israéliens l'ont vécu, c'est qu'on leur a déjà fait le coup, entre guillemets, à Noël et à Hanouka, quand on les a autorisés à partir aux Émirats et qu'on a dû ensuite fermer les frontières parce qu'il y a des milliers de contaminés qui sont revenus ici. Désormais, plus personne n'y croit vraiment à ces promesses, entre guillemets, de liberté à un futur proche. C'est aussi ça le problème. Non, parce que la Grèce n'est pas Dubaï. À Dubaï, il y a eu un accord politique qui a été fait pour pouvoir... C'est ce qui s'est passé en fin de compte sur cette histoire de déconfinement et de cette politique où les décisions politiques se sont greffées sur des décisions sanitaires. Et dans l'exemple de Dubaï, on a laissé le pays encore ouvrir ses portes aux Israéliens parce qu'il y avait un intérêt politique et qu'on ne voulait pas se mettre les Émirats à dos. Mais dans le cas de la Grèce, nous sommes dans un autre contexte. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque Israélien qui est vacciné 2 fois peut recevoir donc ce qu'on appelle Toudat Mechousan, c'est-à-dire un certificat en étant vacciné, mais il faut le différencier du passeport vert. Le passeport vert, il est à l'étude actuellement par le ministère israélien de la Santé. C'est un passeport qui permettra d'abord au niveau national de rentrer dans des événements culturels ou sportifs, c'est-à-dire des endroits où le nombre de places est... Mais il va vraiment exister ou pas alors ? Il va exister, il est en préparation, il sera mis en place en fonction des données du ministère de la Santé. Mais pas le 1er février, comme Androuldaï, le maire de Tel Aviv, le disait en fait. Non, mais je vais vous dire, c'est une fois de plus des décisions politiques qui se greffent et des slogans politiques qui se greffent sur des décisions sanitaires. Khouldai savait très bien quand il a annoncé qu'il n'était pas possible de pouvoir ouvrir les lieux de culture dès février. Son but, c'était de pousser un petit peu le gouvernement à avancer un peu plus fort dans une stratégie. On avait bien compris une fois de plus que c'était des promesses qui étaient tenues en l'air. On est encore dans une campagne électorale, il ne faut jamais l'oublier. Et se tenir aux responsables sanitaires dans ce genre de... Et donc votre temps à vous, c'est quoi ? Pardonnez-moi, votre temps à vous, c'est quoi ? Pour l'Israélien qui vous regarde et qui se dit « ça y est, j'ai eu ma première dose, je vais avoir peut-être ma deuxième dans 2 ou 3 semaines », c'est quand, à votre avis, qu'on va peut-être reprendre une vie normale, simplement ? C'est ça que les gens veulent savoir. Une vie normale, quand le gouvernement aura décidé, ou le ministère de la Santé aura décidé d'une limite de personnes qui est contaminée chaque jour dans le pays, qui puisse permettre d'ouvrir sans repartir le feu à la hausse. Mais pour cela, il faut que la campagne de vaccination avance et reçoive un véritable coup de fouet et elle marche sur les plus de 60 ans. Il faut attendre que ça marche sur le reste de la population. Pour revenir, excusez-moi, sur les passeports verts, d'autres pays ont des passeports verts. Il peut y avoir des accords entre pays, mais l'Organisation mondiale de la santé travaille sur un modèle de passeport vert international qui puisse permettre le transport et le transfert des personnes. Miki Attal, vous pouvez rester avec nous quelques instants, le temps de la pub. Juste une petite question. Parce que Véronique Jeunesse a une question à vous poser. On se retrouve tous ensemble, Grande Gueule, Tel Aviv, Paris, juste après la pause, ne bougez pas. Les Grandes Gueules seconde partie, c'est dans un instant.
Les grandes gueules Moyen-Orient, merci d'être avec nous. À mes côtés, Noémie Alioua, Denis Charbit, Pierre Rehov. À Paris, Véronique Jeunesse ainsi que Christophe Barbier. Et notre invité toujours en Zoom, Miki Attal, co-gérant d'un centre de vaccination à Tel Aviv. Juste avant la pause, on parlait ensemble de cette échéance, puisque côté israélien, on engage dès demain la vaccination pour tous les plus de 16 ans. Côté français, on promet d'ici la fin de l'été de vacciner au maximum. Véronique Jeunesse, je sais que vous aviez à Paris une interrogation, une question concernant Miki Attal. Oui, j'avais une question, mais parce que j'ai lu que, alors bon, la vaccination, vous avez toutes les doses, il y a des frigidaires immenses et tout, c'est formidable, mais tout à coup, les centres de vaccination sont vides. Pourquoi? Miki Attal. Ça va vide de gens qui veulent se faire vacciner. Je ne vous ai pas entendu, Les centres de vaccination, les centres de vaccination, on a vu clairement que Place Rabin et ailleurs, on voyait que les centres étaient plutôt quelque peu désertés ces derniers jours. C'est la question de Véronique Jeunesse. Oui, non, nous sommes en fait entre deux phases. Pourquoi? Entre la phase de des plus de 60 ans et puis la phase des 50 ans. Et nous attendons les nouvelles doses. Donc il y a un petit creux de la vague, mais ça va reprendre de plus belle. Il faut dire aussi que les 60 ans étaient plus motivés, les plus de 60 ans étaient plus motivés pour venir se faire vacciner. 40-50 ans, sachant qu'il y a suffisamment de doses, des gens qui travaillent, des gens qui attendent le week-end, ils n'ont pas aussi ce sens de l'urgence par rapport aux personnes âgées. Donc, il va falloir un peu plus s'activer pour pouvoir les convaincre. Mais je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Ceci dit, il faudra vraiment que ce soit intense comme les personnes âgées pour pouvoir avoir les résultats qu'on obtient avec eux actuellement. Christophe Barbier, un mot à vous parce que vous êtes homme de théâtre. Ma question, elle suit. Pardon. Oui, pardon, mais je voulais donner la parole à Christophe Barbier parce que quand même, en homme de théâtre, dans son livre, il a intégré énormément d'œuvres pour parler de cette situation. Vous citez l'état de siège de Camus, vous citez Oedipe, vous citez Tocqueville, vous citez notamment toutes les privations de liberté qui ont été imposées par le gouvernement français, mais on peut citer aussi l'exemple israélien, au nom de la lutte contre le Covid. Et voici ce que vous dites, mon cher Christophe, c'est un tyran bien pâle, un tyran esclave, un tyran otage que le politique. Pourtant, il parvient, pour éviter d'être jugé responsable des milliers de morts, à rogner nos libertés, écrivez-vous. Vous pensez que jusqu'à quand le peuple sera prêt à rogner ses libertés, sachant qu'il ne voit pas non plus le bout du tunnel chez vous en France? Très peu. Montesquieu disait qu'on peut mettre un voile sur les libertés pendant un certain temps, comme les Romains mettaient un voile sur les statues des dieux. Et tout est dans un certain temps. Honnêtement, ça commence à craquer en France. On voit bien qu'après le deuxième confinement et le deuxième déconfinement, les Français sont devenus un peu sceptiques. Est-ce qu'il faut vraiment reconfiner? Ça se passe mal pour les étudiants, mal pour les jeunes, le coût pour l'économie est énorme. On n'accepte plus les réponses binaires du gouvernement, tous confinés ou tous déconfinés. Donc ça commence à craquer et on commence à exiger maintenant d'avoir un peu plus de liberté. Et puis, on voit le vaccin arriver, en effet, comme un passeport pour la liberté. Ça sert à quoi d'être vacciné si ça ne permet pas de rouvrir les restaurants et de rouvrir les théâtres? Ça sert à rien. Si on ne peut pas voyager parce qu'il faudra un passeport vaccinal pour aller dans certains pays, Israël ou la Nouvelle-Zélande, et que le gouvernement, pour l'instant, exclut l'idée de faire un passeport vaccinal parce que ça serait discriminant. Donc ça commence à grogner pas mal. Donc moi, je pense que le combat pour les libertés, le fait qu'on mette les libertés au-dessus de la sécurité sanitaire et du pseudo risque zéro, c'est un combat désormais engagé dans l'opinion française. Miki Attal, vous me confirmez que oui, ce passeport vert va bien être appliqué, va bien être mis en place et que dans un futur proche, les portes d'Israël se rouvriront? C'est ce qui est prévu, mais à l'état déjà national, puisque je vous l'ai dit, l'entrée des théâtres, des cinémas. Et puis, il faut bien rappeler que le système de santé, c'est un système égalitaire. Il ne s'agit pas de laisser rentrer simplement les personnes avec un passeport vert, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas non plus se faire vacciner. Ce qui est prévu, c'est de pouvoir établir un système qui puisse permettre d'avoir un passeport vert pour les gens qui sont vaccinés, mais un passeport vert de quelques heures, de quelques jours, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir rentrer dans un événement culturel. Il ne s'agit pas de limiter les libertés de chacun. Ce qu'il a été annoncé, en tout cas par le ministère de la Santé, c'est que ce passeport vert serait effectif dans un mois et demi. Et puis, en attendant, évidemment, les accords... Un mois et demi. Bon. Oui. Je vous donne rendez-vous dans un mois et demi, Miki Attal, si vous êtes d'accord, pour fêter ça ensemble. Je ne vous parle de ce que j'ai entendu au niveau du ministère de la Santé.
Je pense que ça arrivera de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Il peut y avoir maintenant un variant qui soit extrêmement agressif et puis il faudra revoir encore la politique vaccinale. Malgré tout, et c'est important de le savoir, et c'est une question de gestion de risque entre un vaccin et un virus. Vous savez très bien où on en est actuellement. Le vaccin, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne donne pas de meilleurs les résultats à 100%, malgré tout, vu les dégâts que fait le virus, ce vaccin protège encore énormément les populations. Merci beaucoup Mickaël Attal d'avoir été avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous dirigez un centre de vaccination à Tel Aviv. Place maintenant à notre second débat du soir, un débat diplomatiquement incorrect. Et oui, jour après jour, l'administration Biden détricote les mesures mises en place par Donald Trump. Le Proche-Orient ne déroge pas à la règle. Et même si Washington promet de ne pas toucher aux accords d'Abraham, certains signes ne trompent pas. Et aujourd'hui, Noémie Aliwa, c'est l'aide américaine accordée aux Palestiniens qui fait son retour. Exactement, Benjamin. L'administration Biden a annoncé un virage à 180 degrés, ou plutôt un retour en arrière sur la question israélo-palestinienne, avec la promotion d'une solution à 2 États, un dialogue avec les Palestiniens, les autorités palestiniennes, mais aussi la réouverture des robinets financiers pour arroser les organisations palestiniennes. Et Ned Price, le porte-parole du département d'État, a justifié cette position hier lors d'une conférence de presse. Écoutez-le. Les États-Unis ont l'intention de restaurer très rapidement leur aide humanitaire aux Palestiniens. Nous le ferons non pas en tant que faveur, mais parce que c'est un intérêt américain. En suspendant l'aide aux Palestiniens, nos prédécesseurs n'ont obtenu aucun compromis sécuritaire ou politique du leadership palestinien. Au contraire, cela n'a fait que porter atteinte aux Palestiniens innocents. Et parmi les organisations réceptionnaires des aides, très certainement l'UNRWA, dont l'investissement avait été arrêté en 2018 par Donald Trump. Denis Charbit, la pression économique, c'était une arme très forte utilisée par la précédente administration américaine pour faire pression sur les Palestiniens, notamment pour qu'ils reviennent à la table des négociations. C'était surtout ça l'intention à l'époque. Rétablir les aides, cesser cette pression, c'est mauvais signe pour Israël ? Pour le gouvernement actuel, sans doute. Pour Netanyahou, certainement. Pour la droite israélienne, c'est certain. Je pense qu'il y a, du point de vue américain, un retour d'abord au statu quo ante. En même temps, il n'y a pas que les accords d'Abraham. Je pense que le hochet de l'ambassade américaine à Jérusalem sera maintenu, il l'a annoncé, et ce sera respecté. Non, je pense que ce que Biden, ce que l'administration américaine entend faire, c'est d'abord rompre avec une partie de l'héritage Trump, qui s'est révélé, je dirais, absolument pas efficace. C'est comme l'affaire de l'Iran. On abroge l'accord et on arrête et on suspend l'aide aux Palestiniens pour les ramener à la table des négociations. Vous les avez vus, vous, pendant 4 ans, le retour à la table des négociations? Non, absolument Est-ce qu'on les a vus pendant les temps d'Obama? Oui, pendant le temps d'Obama, il y a eu des négociations en 2014. Je ne peux pas vous laisser dire en permanence n'importe quoi en fonction de vos idées politiques. Je suis désolé. Il n'y a pas eu de négociation. Attendez, à chaque fois vous revenez avec Netanyahou, avec le gouvernement actuel. J'ai dit simplement que ça ne lui fera pas plaisir. Mais attendez, il est content, il va faire une déclaration, peut-être c'est bien. Mais écoutez, avec les Palestiniens, pendant des années, depuis les accords d'Oslo, on est toujours revenu avec la même rengaine qui n'a jamais conduit nulle part. 2 peuples pour 2 États, les frontières de 67, ça n'a jamais abouti nulle part. D'un seul coup, vous avez un président, le président Trump, qui arrive au pouvoir et qui reprend le problème à l'envers en disant il n'y a pas de conflit israélo-palestinien, il y a un conflit israélo-arabe. Alors on va commencer à faire la paix avec les Arabes et on va forcer les Palestiniens à faire la paix avec Israël. Et en attendant, le retour à l'aide humanitaire, c'est pas le retour à la négociation. Attendez, laissez-moi finir. En attendant, on ne va pas les faire revenir à la table des négociations tant qu'ils ne seront pas capables de construire un pays, tant qu'ils ne seront pas capables de renoncer au terrorisme. La première des choses qui serait à demander, à exiger de Mahmoud Abbas et de la bande qui l'entoure, c'est déjà qu'ils arrêtent de financer, de donner des salaires aux terroristes emprisonnés en Israël. La deuxième des choses, ce serait aussi que l'UNRWA arrête de distribuer des pamphlets anti-israéliens dans lesquels Israël n'a pas le droit d'exister dans leurs écoles. Alors commencer à financer le terrorisme palestinien à travers l'autorité palestinienne, non. Alors maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a un peuple.
Ce peuple souffre, et ce peuple, il faut faire quelque chose pour lui. Mais est-ce que donner de l'argent aux gangsters qui le dirigent est la bonne solution? Vous avez certainement, comme moi, été visiter Ramallah, les maisons spectaculaires que les leaders palestiniens se construisent avec l'argent qu'on donne pour leur peuple, et pendant ce temps, on donne des cacahuètes aux Palestiniens en leur disant que c'est la faute d'Israël, et en disant que c'est Israël qui les rend misérables. Moi, je suis désolé, je suis reporter, donc je vais sur le terrain et je les entends parler. Et Denis Charbit est après Paris. Avec ce que dit Mahmoud Abbas. Alors, je sais que c'est difficile, monsieur Rehov. C'est vrai que c'est difficile de sortir du bain de sirop de sucre dans lequel on s'est vautré pendant 4 ans. C'est vrai qu'on revient à la réalité pour le coup, ça y est, le rêve... Non, mais redonner des aides sans préalable, c'est ce que dit Pierre Rehov. C'est-à-dire pas d'arrêt du terrorisme, rien du tout, c'est juste on reprend les aides. Attendez, vous avez les chiffres du terrorisme de cette année? Vous les avez? De cette année, non. Oui, mais non, voilà. Donc, non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Une police extrêmement puissante. Mais qui coopère avec l'armée israélienne. Ce que fait l'autorité, il faut pas confondre l'autorité palestinienne et le Hamas. Ok? C'est pas la même chose. L'autorité palestinienne, non, ce n'est pas la même chose. L'autorité palestinienne est l'institution avec laquelle Israël a signé des accords et avec laquelle elle assure une coopération militaire tous les jours. Tous les jours, il faut le savoir, il faut arrêter avec cette idée d'un terrorisme permanent. Netanyahou, une fois de plus, se prévaut, et avec raison, de ce que la courbe du terrorisme est en baisse. C'est pas parce qu'ils sont devenus sympathiques, c'est parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Tant mieux, je m'en félicite. Mais arrêtons de nous abreuver d'informations qui sont totalement fausses. J'ajouterai une dernière chose. Oui. Dernière chose. On a ici une fenêtre d'opportunité. L'idée comme quoi, plus on les écrase, plus on les humilie, plus on les met sur le dos... Vous dites ça marche pas, il faut tenter autre chose. Véronique Jeunesse, à Paris. Moi, je reprends à 100% tout ce qu'a dit M. Rehov. Je suis tout à fait d'accord avec lui, absolument d'accord avec lui. Et je pense que la solution de réinjecter de l'argent, c'était ce qui se passait avant. Et voilà, et ça n'a jamais amené rien de bon. Ça amène du réarmement, ça amène des tunnels qui se creusent. Parce qu'il faut arrêter de dire que le Hamas et le Fatah, c'est pas la même chose. Et qu'il y a aucune... voilà. Moi aussi, j'ai été vers Ramallah, j'ai été dans les territoires et j'ai vu les belles maisons, les trucs... Et la concession Porsche et les voitures à prix moins cher que pour... Voilà, il y a de l'argent qui... L'argent, elle ne va pas aux pauvres Palestiniens, je pense. L'argent, elle reste aux apparatchiks et aux gens qui veulent faire la guerre et le terrorisme. Christophe Barbier. Moi, je reste plutôt sur l'autre ligne, malgré les dysfonctionnements, la corruption, tout le détournement qu'il peut y avoir avec les aides humanitaires. Je pense qu'Israël n'a pas à s'inquiéter de cette attitude de l'administration Biden, qui est d'abord un moyen de détrumpiser sur tous les fronts possibles. Oui. C'est un peu comme revenir dans l'accord sur le climat tout de suite, et on commence par les choses les plus visibles, mais pas forcément les plus importantes. Regardez sur l'accord avec l'Iran. L'administration Biden ne veut pas se précipiter. Elle a dit qu'il serait prématuré de réouvrir des négociations. C'est encore une autre question, l'Iran. Vraiment lourd. Christophe Barbier. L'avenir sécuritaire, Biden, il va doucement, certes. C'est encore une autre question, l'Iran. Mais Christophe Biden n'a pas dit qu'il allait annuler l'accord avec le Maroc, l'accord avec les Émirats. C'est ça qui est important. Christophe Barbier, quand vous voyez que Joe Biden... La sécurité d'Israël à long terme est beaucoup plus de ce côté-là. Quand vous voyez que Joe Biden et Benjamin Netanyahu ne se sont même pas encore appelés, on se dit quand même que c'est un nouveau cycle de relations qui se dessine, peut-être un petit peu moins favorable entre Israël et les Américains qu'il ne l'a été pendant la période de Trump. D'autant, Benjamin, il faut le savoir, c'est que le premier coup de fil... En ne parlant pas à Netanyahou, il ne parle pas à Netanyahou, il ne parle pas à un ami de Trump. Donc c'est dans la détrumpisation qu'il faut lire ce silence. Par ailleurs, Biden, il attend aussi le résultat des législatives. Il ne va pas engager son crédit auprès d'un Premier ministre qui sera peut-être hors du jeu dans quelques semaines, même si avec la proportionnelle, qui est un virus plus dangereux que le coronavirus, on ne peut pas prédire le résultat des urnes. Moi, j'ai le sentiment quand même que pour Netanyahou, c'est pas un mal, parce que ceux qui vont avoir peur de ce rétrécissement qui arrive du côté des États-Unis vont d'autant plus aller vers Netanyahou. Donc, c'est plutôt pas un mauvais signe pour Netanyahou. C'est pas forcément un très bon signe pour Israël, mais bon, on verra. Moi, je me souviens d'une chose qui m'avait marqué, c'est que le premier coup de fil qui avait été passé par Barack Obama, et j'ai l'impression quand même que Biden, c'est le retour à la politique d'Obama,
Obama d'une certaine manière, et peut-être même de toutes les manières possibles. Le premier coup de fil de Barack Obama avait été quand même pour Mahmoud Abbas à l'époque. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc on retourne avec quand même une politique qui, à mon sens, a oublié un principe de base qui est vis pacem, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Montrer aux Palestiniens qu'à nouveau ils vont pouvoir faire tout et n'importe quoi et mettre ça sur le compte des Israéliens, je ne vois pas en quoi ça va pouvoir conduire à la paix. Pendant la période du président Trump, en attendant qu'il soit remplacé par Biden, et on a eu effectivement une période d'accalmie, entre autres raisons, parce que les Palestiniens ne recevaient plus d'argent, malheureusement pour le peuple, mais les gangsters qui les dirigent n'en recevaient pas non plus. Et donc cet argent n'était pas détourné pour aller alimenter sournoisement les organisations terroristes, parce que, pardonnez-moi, mais pour moi, Fatah et Hamas, disons que l'un est plus politiquement correct que l'autre, mais au final, aucun des deux n'accepte l'existence d'Israël. Denis Charbit, on va clore ce débat. Alors, non, c'est pas vrai. Mahmoud Abbas a reconnaît l'État d'Israël. Il veut le négocier. Véronique Jeunesse dit tout à fait. Peut-être, mais il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix possible. Je suis bien d'accord avec Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne, Netanyahou à la tête d'Israël et Trump à la tête des États-Unis. Biden, c'est fait. À la fin du mois de mars, peut-être qu'on aura une autre conjoncture. Imaginez Yair Lapid s'il arrive à former une coalition. Vous croyez que Biden attend en fait de savoir qui sera le Premier ministre? Évidemment. Pour commencer à prendre ses relations. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il ne se parle pas avec Bibi pour l'instant. À la différence de Netanyahou, pour qui les normes politiques n'existent pas. C'est-à-dire en période de campagne électorale, on ne va pas voir Trump, on ne va pas voir Poutine, on ne voit personne. Okay, Biden, lui, respecte les considérations électorales, c'est-à-dire qu'il n'entend pas avoir une conversation avec Netanyahou tant que le scrutin n'est pas bouclé. Il faut déjà qu'il se souvienne qu'il est président. Comment ? Il faut déjà qu'il se souvienne qu'il est président. S'il oublie de prendre ses gouttes, à mon avis, Biden doit encore une fois de plus penser qu'il est toujours sénateur. Et demain, je vous rappelle que c'est la fermeture des listes pour les élections israéliennes. Nous consacrerons d'ailleurs une large partie de nos GGMO à cette 4e République qui sévit ici en Israël. Allez, dernier débat qui est d'ailleurs notre question du jour sur Twitter. Peut-on tout dire ou non sur les réseaux sociaux? Ça se résume à ça ce soir. Et oui, c'est le mot qui suscite sans doute les débats les plus intenses sur les réseaux sociaux. Sionisme, sioniste, un mot souvent mal compris, très souvent utilisé pour dénigrer non pas Israël, mais les Juifs dans leur globalité. Aussi, Facebook songe à réguler l'usage de ce mot, Némi Alibois. Oui, Benjamin, c'est un email qui a été rédigé par un employé de Facebook qui laisse entendre que l'entreprise pourrait revoir sa politique concernant le terme sioniste. Le gérant se demande s'il peut être considéré comme un mot-clé du discours de haine sur sa plateforme et donc, au fond, s'il est venu le moment de reconnaître la fameuse définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste qui établit donc un lien entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Cette question a suscité une levée de bouclier outre-Atlantique, notamment du groupe anti-israélien Jewish Voice for Peace qui a fait circuler une pétition pour demander à Facebook de s'y opposer. Parmi ses signataires figurent des personnalités de poids comme Wallace Shawn, Noam Chomsky ou encore Linda Sarsour. Pour eux, une telle décision mettrait en danger la liberté d'expression sur les questions relatives à Israël. Alors, on vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter, puisque justement, c'est la question de ce que l'on peut dire ou ne pas dire sur les réseaux sociaux, et notamment sur cette question-là. Faut-il censurer les propos antisionistes? Eh bien, vous répondez aux 2/3. Oui, à 64%, non 36%. Je vais commencer avec Paris, tiens. Sur cette question-là, Véronique Jeunesse, vous qui êtes une adepte des réseaux sociaux, est-ce que Facebook a raison de vouloir censurer les propos antisionistes? Moi, déjà, je dis que les réseaux sociaux, c'est des espaces privés. Hein, donc, c'est déjà très compliqué de leur donner des ordres et de dire qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Ça, c'est une première chose. Pour moi, le terme d'être anti-sioniste, c'est un terme complètement galvaudé. D'abord, le sionisme, d'un côté, c'est une politique, c'est un terme politique, mais c'était une politique de gauche et aujourd'hui, ça dénomme une politique de droite. C'est complètement hallucinant. Déjà, le mot a été galvaudé. Ensuite, le sionisme, c'est un mot religieux. Et on a attiré donc les religieux en leur parlant de sionisme. Et finalement, on se rend compte que les orthodoxes, c'est peut-être les moins sionismes des Israéliens. Moi, je pense que si on doit parler de politique d'Israël, il faut parler de politique d'Israël qui n'a rien à voir forcément avec le sionisme. Voilà, non mais Véronique, vous savez ce que ça veut dire. Véronique, et puis il y a plein de sionistes qui ne sont pas on va pas se cacher notre petit doigt. C'est les gens qui, sur Internet, vont dire « je suis antisioniste » parce qu'ils n'osent pas dire tout haut « je suis antisémite ». J'y viens.
Voilà, donc j'y viens. Donc à partir de là, je veux dire, soit on fait une éducation sur le terme, soit effectivement, je pense que même la haine d'Israël en elle-même, la haine d'Israël, c'est une haine du juif, parce que dès qu'on parle d'Israël, c'est la haine du juif, donc c'est déjà de l'antisémitisme. C'est quand même le seul pays que plein de gens veulent voir disparaître du monde. C'est ce qu'a dit Chaim Corsia dans son discours hier, et c'est vrai. C'est-à-dire, c'est le seul pays que les gens veulent voir disparaître. Il y a quel autre pays, au lieu de critiquer sa politique, on dit simplement qu'on veut le rayer de la carte. Je veux dire, donc en fait, il ne faut pas se mettre effectivement le doigt, il ne faut pas se boucher les orifices. Il faut simplement se dire effectivement que l'antisionisme, c'est une nouvelle manière de ne pas dire antisémite pour la plupart des gens. Alors, en attendant de faire l'éducation aux mots, ce qui est en effet un projet à long terme tout à fait séduisant, je pense qu'il faudrait déjà commencer par lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bravo. Parce que les gens, quand ils seront obligés de décliner leur identité ou que l'opérateur de réseau social sera obligé d'assumer la responsabilité, ils feront un peu plus attention à ce qu'ils disent avant de se vautrer dans l'antisémitisme. Et donc, jouer sur l'ambiguïté des mots pour faire passer de l'antisémitisme en disant non, c'est de l'antisionisme, ça passera un peu moins. Ensuite, si on reconnaît les opérateurs de réseaux sociaux, monsieur Facebook, monsieur Twitter et quelques autres, comme des éditeurs, c'est-à-dire des médias, ils sont responsables des contenus qu'ils transportent. Et là, on considère que ce n'est plus un... Et bien sûr, une responsabilité, ce n'est plus un espace privé, réseau social, c'est la responsabilité de l'éditeur qui, soit dit au passant, fait de l'argent avec, puisque soit il vend des données, soit il vend des espaces publicitaires. Et dans ce cas-là, l'éditeur sera responsable. Alors on peut faire des règles, hein. On signale un contenu abusif, on a 12 heures, 24 heures pour le retirer, mais c'est la responsabilité de l'éditeur qui sera engagée. À charge pour lui de voir si l'internaute, sous son vrai visage, sans se cacher derrière l'anonymat, critique légitimement la politique menée par un gouvernement, ou bien si l'internaute, sous prétexte du mot antisioniste, est un antisémite patenté. Et là, il faut le censurer, et plus que le censurer, puisqu'il y aura son nom, il faut le poursuivre et le dénoncer. Pierre Ertrov, vous auriez voté oui, interdire Écoutez, c'est l'antisionisme sur les réseaux sociaux? Vous votez quoi, vous, oui ou non? Encore une fois, c'est très délicat, parce que je suis pour la liberté d'expression. Simplement, effectivement, il y a des limites. Et lorsque l'antisionisme atteint un degré tel que l'on dit carrément qu'il faut rayer Israël de la carte, à mon avis, ce sont des propos qui ne peuvent pas être tolérés. Maintenant, que l'antisionisme en lui-même soit interdit en tant que terme utilisé par-ci, par-là, par certains internautes, tant que ça ne reflète pas un authentique antisémitisme, encore une fois, j'ai eu mon compte Twitter fermé 4 fois parce que j'étais pro-Trump, je ne vais pas maintenant me passer dans le camp adverse et demander la censure. Donc non, que tout le monde ait le droit de s'exprimer, y compris ceux qui veulent ma mort, j'irai leur foutre sur la figure après, mais qu'ils aient le droit de s'exprimer déjà. Denis Charbit. Oui, je pense que c'est une boîte de Pandore. C'est facile de dire on censure, on arrête, etc. Qu'est-ce que recouvre le mot antisionisme? Là-dessus, je suis d'accord avec Véronique Jeunesse. Le mot antisionisme recouvre beaucoup d'acceptations, dont celle, effectivement, qui consiste à dire, à nier l'existence d'Israël. Mais attendez, on est entouré de gens ici qui nient l'existence d'un État palestinien et l'aspiration des Palestiniens. On va les censurer aussi? Alors, pour l'instant, il existe. L'État palestinien n'existe pas encore pour le moment, il me semble. Ou alors, j'ai non, il y a une Palestine, il y a une autorité palestinienne. Il y a une autorité palestinienne, mais il n'y a pas d'État palestinien. Mais le fait de nier le droit des Palestiniens à un État, ça ne vous semble pas aussi grave? En tout cas, ce n'est pas du négationnisme au sens où l'État n'existe pas pour l'instant. Non, c'est la remise en cause de la légitimité. Ils ont été les premiers à le refuser. Oui, je sais bien, j'ai pas dit le contraire. Mais alors, attendez, j'ai jamais pensé que les Palestiniens étaient indemnes d'erreurs, de conneries. Oui, mais il n'y a pas de hashtag mort à la Palestine. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un hashtag mort à Israël. Elle n'existe pas et on fait tout pour qu'elle n'existe pas. Et puis Benjamin l'a expliqué lorsqu'il dit qu'on se cache derrière son petit doigt. On se souvient par exemple de Finkielkraut qui avait été attaqué en tant que, je cite, sale sioniste de merde quand il était autour de la place de la République par certains gilets jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot sioniste, on remplace le mot juif par le mot sioniste. Il me semble pas qu'il y a quelque chose de similaire avec les Palestiniens. Quand quelqu'un dit je suis antisioniste parce que je suis contre l'occupation de la Cisjordanie, c'est un antisioniste? Non, il emploie un mot à la mode. On rentre dans des questions beaucoup plus politiques, alors que parfois ça touche des questions religieuses lorsqu'il s'agit du sionisme, ce qui n'est pas le cas avec la question des Palestiniens. Oui, mais il n'empêche qu'il y a une négation. Alors, nous, ils peuvent dire qu'ils sont contre Israël, Israël existe. Nous, quand on dit la Palestine n'existe pas, eh bien, on fait en sorte que eux soient privés de ce droit à l'autodétermination. C'est pas tellement le sujet là, c'est la haine aujourd'hui utilisée sur le web. Véronique Jeunesse.
Non, je dis ça simplement. On peut très bien aussi, tout ça c'est une question de bon sens, effectivement, mais on peut très bien aussi faire une phrase en disant je suis contre l'occupation de la Cisjordanie, en admettant que même qu'elle existe, et de dire voilà, au lieu de dire je suis contre l'antisionisme, voilà, je veux dire, c'est tout. Non, c'est que le mot soit un mot qu'il faut bien entendu redéfinir et faire la distinction, c'est important. Moi-même, je pense qu'il y a des cas où antisionisme et antisémitisme se recoupent, mais ce n'est pas systématique, et donc méfions-nous d'une mesure comme ça facile à faire, d'autant que, encore une fois, il ne manque pas chez nous de personnes qui, il y en a qui sont pour le Grand Israël, et ça on a le droit, mais pour la Grande Palestine, ça c'est pas possible. Alors que nous, le Grand Israël, on l'a, clairement, il est sous nos bottes. La Grande Palestine, c'est dans les rêves, c'est dans les réseaux sociaux, ça existe. Pourquoi on ne ferait pas ici une symétrie entre ces deux causes funestes si on veut la paix en Israël ? Christophe Barbier, c'est vous qui aurez le mot de la fin dans ce débat, parce que vous le disiez il y a quelques minutes, au fond, ça va au-delà de la question du sionisme aujourd'hui. C'est la question de la haine sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut réguler ainsi en interdisant un mot ou un autre, Christophe ? La Palestine a quand même été déjà divisée. Attends, on va pas relancer le débat sur la Palestine. Non, on fait une heure d'émission. Christophe Barbier. Il existe un pays qui s'appelle la Jordanie, qui est la Palestine d'origine. Ne réécrivons pas l'histoire. Il y a deux moyens d'obtenir une régulation sur Internet. Il y a deux moyens d'obtenir une régulation sur Internet. Le premier moyen, c'est ce qui est arrivé pour les médias anciens, ce qui est arrivé aussi pour les journaux papier, c'est d'attendre qu'on sorte de l'état de jungle, de l'âge de pierre, pour que les gens, en ayant marre de lire des fake news et des insultes, finissent par boycotter les réseaux sociaux qui ne seront pas sérieux et qui n'assureront pas la qualité et l'intégrité des propos. Ça, c'est la patience, ça nécessite du temps, et je ne suis pas certain que notre époque en ait. L'autre solution, c'est de faire une régulation par le droit, c'est-à-dire que des autorités disent ce que l'on a le droit de dire et de ne pas dire, dans quel état CSA du web. se mettre pour parler sur les réseaux sociaux. Et là, ça commence à une sorte de CSA du web, mais comme il faut que ça soit au niveau mondial, il faut évidemment que ça passe par des instances qui en ont cette puissance. Il faut que ça passe par les opérateurs eux-mêmes, parce qu'ils ont cette surface mondiale, et par des interlocuteurs mondiaux. On n'a pas de Parlement mondial, on n'a pas de CSA mondial. Et donc, il faut qu'à un moment donné, la régulation s'impose là où elle peut s'imposer, c'est dans le rapport entre les États et les opérateurs. C'est vrai que l'anonymat, responsabilisons les opérateurs. Ils commencent à l'être parce qu'ils se rendent compte, les opérateurs, que s'ils ne font pas un peu la police sur les réseaux sociaux, les gens intelligents, les gens intéressants vont fuir. Ça va leur tomber dessus. Merci beaucoup. Et de la haine qui s'y répand. Et ça va tuer. Merci à tous. Merci beaucoup à nos grandes gueules télaviviennes et parisiennes. Je rappelle la question du jour. Vous avez été très nombreux à voter sur Internet aujourd'hui à cette question sur la régulation des réseaux sociaux. Il y a une grande majorité ce soir. Eh bien, vous êtes pour l'interdiction sur Facebook de la haine du sionisme. Merci Christophe Barbier. La tyrannie de l'épidémie, c'est le nom de notre livre. À demain.